pas allumer la lumière là? Voilà. Ouf. Oh là là, que ça éblouit cette lumière. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéographie à caractère vidéoludique. C'est pas du tout vrai, c'est pas du tout ça. Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéographie dédiée à l'amusement et au fun. Je vais pas passer par quatre chemins, vous avez tous lu le titre. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu sérieuse. Non voilà, moi, je suis un peu féru de cinéma, hein. Bon, c'est pas original, je sais, mais bon, c'est comme ça. Et aujourd'hui, j'avais ni plus ni moins envie d'analyser un film de boule avec vous. Voilà, le regarder en entier, jusqu'au bout. Très important, parce qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, il faut l'avoir lu en entier avant d'émettre un quelconque jugement. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va juger tous ensemble un film de boule. Et l'analyser d'un point de vue cinématographique. Alors, évidemment, cela va sans dire, toutes les scènes un petit peu explicites, je dirais, seront censurées visuellement et auditivement, de manière à, d'une part, m'éviter des problèmes. YouTube n'autorise pas ce genre de contenu bien sûr explicite, qui relève en temps normal de l'intimité. Vraiment, nous focaliserons sur tout l'aspect fictionnel, scénaristique et de réalisation du métrage. Alors, vous allez sans doute vous demander quel film allons-nous regarder aujourd'hui. Donc nous allons regarder La Princesse et la Pute, un film réalisé par le grand réalisateur du génie qui est Marc Dorcel, sorti en 1996. Un grand film, hein, au demeurant, moi je n'en sais rien, j'en ai jamais entendu parler de ce film. Mais au demeurant, il a l'air très sympa. C'est parti pour le film. La Princesse et la Pute. Et oui, ce film, quand même, possède un scénariste. C'est quand même important. Bon, on ne le présente plus. Alors malheureusement, les comédiens, je ne les connais pas. Dans un beau château. Hein. N'empêche, c'est le patrimoine, ça. Ça, c'est le patrimoine français, ou français, peut-être pas, en fait, hein, finalement. Moi, je me dis quand même, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent que d'aller contacter des propriétaires de bâtisses telles que celle-ci, qui sont quand même grandes, luxueuses, héritières d'une lourde histoire, pour tourner un boulard, quoi. C'est quand même fou. Hein. L'autre jour, j'ai vu un documentaire, je sais plus comment s'appelle cette journaliste, qui fait des reportages sur YouTube très intéressants, mais elle a fait un sujet sur une créatrice OnlyFans un peu connue en France, comment ça se passait, son entreprise, comment elle produisait ses contenus, etc. Et à un moment, dans ce documentaire, la journaliste suit toute l'équipe dans un tournage. Donc, elle ne participe pas au tournage, hein, évidemment, mais elle observe, elle est là pendant le tournage. Et il tourne dans une boutique assez stylée, un peu ancienne, avec un style un peu vieille bibliothèque, etc. Et il tourne le boulard là-dedans. Et quand ils s'en vont, il y a le propriétaire qui est là, qui dit « Ouais, salut, au revoir, n'hésitez pas si vous avez besoin, machin, allez, salut. » Et frère, peut-être que pour lui c'est normal, peut-être qu'ils viennent tourner tellement souvent dans cette boutique qu'ils se rendent plus compte. T'imagines ? T'es propriétaire d'un magasin, t'as une putain d'équipe qui te dit « Est-ce qu'on peut tourner un film de boule dans votre boutique ?» Et tu dis « Ouais, venez, carrément. Je vais fermer pour l'après-midi, et puis vous venez tourner votre truc. » Vous vous rendez compte ? Moi, j'ai toujours trouvé ça... Puis même, quand ils font leurs films dans les transports en commun, là, dans des bus ou des trucs comme ça, les mecs privatisent des bus. C'est-à-dire qu'ils vont voir la compagnie de bus de la ville, ils leur disent « Oui, bonjour, on aimerait tourner un boulard dans l'un de votre bus, est-ce qu'on peut vous emprunter un bus ?» Et la compagnie de bus dit, puis bien sûr. C'est-à-dire qu'à tout moment, par exemple si vous habitez à Paris, et ben vous avez un bus Île-de-France Mobilité qui a un jour été réquisitionné par une boîte de production pour faire un film porno. Et ça se trouve, le siège sur lequel vous êtes assis, se sont également posées des grosses miches qui se faisaient allègrement enculer. Voilà, enfin, je vous le dis. Et bravo de mettre un peu votre ego de côté pour laisser ce genre de tournage, qui peut-être que le fait de... Je parlerai pas autant après, hein, là je me permets, mais peut-être que le prix de location des locaux permet peut-être aussi aux propriétaires de continuer à entretenir le château. Voilà, bon, si c'est le cas, c'est un peu triste d'en arriver là, mais bon, si ça peut permettre de préserver le patrimoine de se filmer dedans en train de baiser, moi je vois pas d'inconvénient. Ceci étant dit, on referme la parenthèse et on regarde le film. Il existe sur les bords de la Méditerranée une petite principauté idyllique qui vit du tourisme et du jeu. San Clito, c'est son nom, n'a qu'un très lointain rapport avec Monte-Carlo. Elle ressemble beaucoup plus à Cuba de l'ère Batista, avant la prise de pouvoir par Castro. D'après les mauvaises langues, c'est un vaste bordel casino pour touristes fortunés. À San Clito, la devise est « tout s'achète, tout se vend
et tout est possible à celui qui veut y mettre le prix. Ce petit paradis terrestre est aux mains des frères Pirochki, On ressent quand même qu'il y a du travail, il y a quand même du travail. deux businessmen à l'apparence respectable qui gèrent leurs affaires comme deux parrains omnipotents. Ces deux aventuriers s'étaient déjà illustrés sur certaines places boursières où ils avaient été à l'origine d'opérations qui ont laissé pas mal de petits porteurs sur le sable. Pour la façade, la principauté a sa princesse. Les deux parrains sont allés chercher une lointaine descendante de la famille qui régnait sur cette enclave 2 siècles auparavant. La princesse Sophia règne donc officiellement sur ce petit paradis fiscal où le sexe et l'argent sont rois. En fait, elle n'est là que pour amuser la galerie et faire rêver les touristes. Elle n'a strictement aucun pouvoir et se contente de paraître alors que... Qu'est-ce que tu en penses? Si on peut éviter ce genre de publicité. Combien pour que ce reportage ne passe pas dans votre émission? C'est que j'ai eu pas mal de faux frais. Ce genre de reportage nécessite beaucoup de temps et une équipe technique. Disons 800 000? 500 000 et c'est bien payé. Si vous diffusez ce genre de programme, nos avocats s'occuperont de vous. Ça risque de vous coûter une petite fortune. Donc c'est un genre de mafia, le truc, là. Bien. Bon, d'accord, c'est bien parce que c'est vous. Ok, pour 500 000. Merci. Merci, vous savez, ça me fait beaucoup de peine de ne pas pouvoir faire profiter mes téléspectateurs de ce sujet passionnant. Mais cependant, je reconnais que vous êtes généreux. Ah oui, c'est vraiment une mafia, là. C'est... Saint-Clito, quelque chose comme ça. On se demande d'où provient ce nom, d'ailleurs. Inutile de vous préciser, monsieur, que vous êtes indésirable sur le sol de Saint-Clito. Adieu, monsieur. Ah oui, c'est... Eh bien, au revoir, messieurs. Ils sont dangereux, en fait. Derrière le fun se cache une vérité sombre. Dis-moi, Frangin, avec ce salopard et son émission, on s'en sort pas mal. Si on allait fêter ça ce soir. Au Blue Pussy? Au Blue Pussy. J'ai envie de m'encanailler un peu. Parce que je t'aime, vieux frère. Ah, ça reste... Ah! Ok. Ça, c'est les années 90, ça. Oh la vache, la kermesse. Oh là là. La salle des fêtes. Qu'est-ce que c'est que cette ambiance de... Ouais, les mecs, ils sortent du travail et ils vont se faire un peu plaisir avant de revoir leur femme à la maison, quoi. Le Blue Pussy, bien sûr. Ah! Ah oui, d'accord, oui. Très bien. Non, je saisis l'enjeu des personnages. Dis-moi, Frangin, elle est belle, la vie. T'as raison. Ça, c'est la classe, hein. On est bien les rois du pétrole, hein. Donc c'est vraiment les ça, tu peux le kings. dire, Frangin. C'est la classe, non? Pour moi, c'est pas ce que j'appellerais la classe. Il suffit d'avoir le pognon et le pouvoir qui va avec pour avoir la classe. Ah, non, non, pas d'accord. Pour moi, la classe, c'est quelque chose d'inné. Quelque chose que tu as dans tes gènes, qui coule naturellement dans tes veines. Car regarde la princesse Sophia. Elle a du style et de la classe naturellement. Non mais c'est ces gens là qui dansent là. C'est un mood salle des fêtes des années 90, fin 90 là. On dirait que c'est les petites soirées d'entreprise là, un pot de départ ou un truc du genre, les soirées d'entreprise. Les mecs se sont juste trompés d'adresse. Ils sont venus, ça dansait, donc ils vont sur le dance floor en train de danser. Ils voient qu'au tout autour t'as des gens, Personne. t'as des gens à poil qui font des trucs. Eux ils se rendent bien compte que voilà le mood global de la salle c'est pas du tout le même que leur mood à eux, mais bon c'est comme ça que ça se passe. Eux ils ont pas envie de froisser qui que ce soit, donc ils restent là et ils dansent Ne comme lui des, enseigner quoi que ce soit. comme des gens qui ont rien à faire là Toujours quoi. un peu distante. Tu sembles. Mais pardon, Mais là, je crois que tu rêves. oui voilà, là. Prends n'importe quel clodo. Là, en fait, il y a quelque chose, je trouve, qui est assez symptomatique de ce genre de film. C'est de mettre du cul pour du cul. Voilà. Je sais pas comment vous dire ça. Vous entendez bien ce que disent les personnages, de quoi ils parlent. Quel est l'intérêt de nous montrer tous ces plans à la suite successifs de gens qui... Là, il y a très clairement deux individus qui copulent. Quel est l'intérêt de
prendre le temps, parce qu'il y a vraiment du temps qui est pris pour mettre l'accent là-dessus, pour que en fait, ce qui est dit par les personnages n'ait rien à voir. On est à 6 minutes 30 de film. C'est comme si à 6 minutes 30 de film, le réalisateur avait déjà du mal à captiver ses spectateurs. Que faire pour captiver ses spectateurs? Bah du cul. Voilà, on montre des gens à poil, on montre des gens qui font l'amour, etc. Et Marc, merde, c'est pas comme ça qu'on fait. Ça manque de subtilité en fait, c'est ça qui est dommage. Avoir recours à ce genre de procédé à seulement 6 minutes du film, alors que le film dure 1h19. Non mais on est où là? Je sais pas, ça me dépasse. Et file-lui un maximum de fric pendant un certain temps. Allez, tu verras qu'au bout du compte, il aura autant la classe qu'un lord anglais. Alors là, on revient sur les... Rien ne prouve ce que tu avances. Tu veux parier? Un petit pari, je suis pas contre combien. 1 franc symbolique. Comme d'habitude. Parce que oui, j'ai très bien compris que le but c'est de montrer un peu l'univers immoral en fait, dans lequel évoluent les deux personnages, les deux frères. Ça fume, ça baise, mais faut pas y aller trop fort non plus. On comprend qu'il y a de la corruption, voilà, qu'il y a des choses pas très nettes qui s'y passent. Là c'est très bien pour le coup, là on comprend. Mais il faut rester quand même centralisé sur ce qu'ils font, parce qu'on est au début du film, donc il faut les introduire. Donc faut pas trop se disperser, c'est ça le problème. Je te parie que je peux faire d'une pute une princesse et vice-versa. La princesse, tu l'as sous la main. C'est même nous qui l'avons mise sur le trône. Quant à la pute, elle devrait pas être trop difficile à trouver par ici. Alors là, c'est bien joué de la part du scénariste, qui est un bon dialoguiste. Là, on retrouve l'ironie qui découle de cette phrase est quand même assez cocasse, hein. Parce que pendant qu'il est plein milieu d'une boîte, en train de se faire séduire par une prostituée. Par ses paroles, il fait comprendre que ce n'est pas trop compliqué de trouver une prostituée. Ce qui est assez ironique et assez cocasse, puisqu'il est en train de se faire sucer par une poupée. Non, c'est bien joué, très fin de la part du dialoguiste. Tu ne mets que le bout dans la bouche, c'est bien. Ah là encore, il y a l'ambiguïté, est-ce qu'il parle de sa teub ou est-ce qu'il parle d'autre chose? Ouais, comme ça. Elle est pas mal cette petite-là. Ah d'accord. Ah non mais là d'accord, en fait tout est lié depuis le début. Tous les éléments individuels aléatoires qui étaient présentés vont en fait se rejoindre mutuellement pour ne former qu'un tout et se rejoindre dans un sujet commun, voilà. Je me suis trompé là pour le coup je me suis trompé, les talents de mise en scène de Marc sont pas mal et là on comprend mieux l'enjeu de la chose. Là l'enjeu est bien présenté. Cette prostituée qui avait l'air anodine, en train de se faire sauter par cet homme nu, on se disait d'accord en fait ça ne sert à rien, mais non, ça a un lien plus tard, les choses se relient, les choses se connectent. Et en fait, tout est lié. Non, c'est fort. Voilà, là, j'ai envie d'en savoir plus sur cette île. Là, l'introduction était plutôt propre. J'ai envie d'en savoir plus sur cette île. Et sur ce qui s'y passe, sur les magouilles qui s'y passent. Non, là, c'est pas mal. Elles sont efficaces, hein? C'est ça, c'est bien. Ouais. C'est bien parce qu'il y a du respect dans les rapports. Là où ce genre de film, on va pas se mentir, manque cruellement de respect dans les paroles et le traitement des gens, là il y a une véritable reconnaissance du travail de ces jeunes femmes et un respect vraiment... La reconnaissance, je trouve, est un mot assez adapté à la situation. C'est assez beau de vouloir rendre hommage au plus vieux métier du monde. Voilà, cet homme chauve, c'est très clairement perdu. Hein. Est-ce qu'il fait partie de l'équipe de tournage? Je sais pas. Ouais, je déconne. Alors, est-ce qu'il y aurait pas là du remplissage un petit peu? Voilà, il y a un quota, le film doit durer tant de temps. Malheureusement, le scénario ne permet pas au film de durer aussi longtemps que prévu, alors on va rajouter des plans de ces scènes torrides. Est-ce que ça raconte vraiment quelque chose là pour le coup? Je ne pense pas que ça rajoute quoi que ce soit à l'histoire. Dommage, Marc, dommage, c'est vraiment très inégal. Ta réalisation est très inégale, hein. Il y a des choses très fortes, comme des choses beaucoup plus faibles. Je suis pas convaincu encore sur ta capacité à raconter des histoires. Ah oui. Donc là c'est l'apothéose. Ah oui, ma foi, ça ne fait pas semblant. Ah oui, c'est un vrai champion. Donc ça, c'est
La prostituée qui a accédé au trône, hein, j'imagine. Nous avons beaucoup apprécié votre performance. C'est très perturbant parce qu'on dirait la voix française de Richard Dean Anderson, MacGyver, etc. Stargate SG-1. C'est très perturbant, on dirait vraiment sa voix. Et, je me dis, que fait la voix de Richard Anderson dans ce film? Je suis peut-être tout seul. Hein. C'est très gentil, merci. Mais qui êtes-vous? Dimitri, Sacha Pirochki. Vous avez peut-être entendu parler de nous. Vaguement. Oh, que puis-je faire pour vous? Eh bien, nous aurions une petite proposition à vous faire. Des vacances, tout frais payés, ça vous dirait? Et c'est ainsi que les deux compères jetèrent leur dévolu sur Helga, et décidèrent, à la suite d'un pari stupide, d'échanger la situation de deux jeunes femmes que tout opposait et qui évoluaient dans deux mondes radicalement différents. Moi, une authentique princesse, et celle qui se prétendait la reine des putes. Le contraste est présent. Toujours là des dialogues fins de la part du scénariste, dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais... J'étais loin de me douter que mon univers allait basculer du rêve au cauchemar, et que j'allais vivre une descente aux enfers qui allait me marquer à jamais. On ressent bien, là, je reconnais bien certains codes du conte, de ce genre littéraire très codé. On reconnaît bien. Hector? Mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Ce que je vais vous dire ne me fait pas follement plaisir, mais la décision vient d'en haut. Vous avez 5 minutes pour quitter le palais. Rassemblez vos vêtements, vos affaires personnelles, et ensuite j'ai ordre de vous accompagner à votre nouvelle adresse. Et ne vous avisez jamais de revenir, sinon... Quel dommage. Marc! L'une des qualités d'un bon réalisateur, c'est de bien diriger ses acteurs. Qu'est-ce qui t'a pris, là? Autant les deux frères qui font n'importe quoi, etc. Là, j'y croyais. Là, j'y ai cru. Parce qu'ils jouaient bien. Qu'est-ce que tu as fait avec celui-là? C'est quand même censé représenter... Cette séquence est censée représenter un moment assez charnière de la princesse, puisqu'il s'agit du début de sa descente en enfer. Elle avait sa situation, son château, et du jour au lendemain, elle se fait virer. Elle se fait destituer de manière complètement inhumaine pour se faire remplacer par une pute. Donc la menace doit se faire ressentir dans cette séquence. On doit ressentir la gravité de la situation. La performance de cet acteur, et je suis désolé de le dire, ne me convainc, mais alors pas du tout. Marc, sérieusement, il faut faire attention à ce genre de truc. J'ai vu qu'il y avait une suite à ce film et qu'il y a un 2. La princesse et la pute 2. Donc si ça vous intéresse, peut-être qu'un jour dans une prochaine vidéo on en parlera. Et j'espère qu'il aura appris de ses erreurs, qu'il aura écouté les critiques, que le deuxième opus sera mieux fait. Parce que là, Marc, je souffle quoi. Il y a quand même un usage excessif du tabac qui me gêne un peu. La raison, c'est l'image que ça renvoie aux jeunes qui regarderaient potentiellement ce film. Ça banalise un peu les excès du tabac, du tabagisme, et donne une réalité fallacieuse justement aux jeunes qui pensent qu'il est normal de consommer du tabac, du cigare, de la cigarette, ainsi. Qui s'en inspirent en fait en regardant ce genre de film pour fumer de cette manière-là. Et on le dit pas assez aux jeunes que ça ne représente et ça ne reflète absolument pas la réalité. C'est une vision fantasmée de la cigarette. Après, encore une fois, le film il en est qu'à 12 minutes. On va voir après ce qu'il va en être. Mais là, pour l'instant, je trouve que le message est un peu bizarre. On va passer à la suite. Le pouvoir des frères Pirochki était immense, et la manière dont ils avaient justifié ma destitution était aussi ignoble que diabolique. Il leur avait suffi de prétendre que j'étais une usurpatrice, et que, une fois ma forfaiture découverte, je m'étais enfuie en exil. En fait, il y a quelque chose qui me tracasse un peu, mais en fait, je sais pas, je connais pas assez bien Cuba pour savoir si c'est réaliste ou pas, mais à quel moment la légitimité de cette princesse est justifiée, dans le sens où elle a été mise sur le trône grâce à ses deux frères, qui profitent de ce lieu, de cet endroit pour s'enrichir, qui ne proviennent sûrement pas d'ici, vu qu'ils ont un nom un peu plus de l'Est, peut-être russe ou les pays slaves. Y a-t-il une population à San Clito? Parce qu'on n'en sait rien en fait. On sait que c'est un paradis fiscal, que les gens viennent ici pour faire des affaires, pour s'enrichir, etc. Mais on ne sait pas s'il y a vraiment une population locale qui reconnaît la princesse, parce qu'on l'a entendu au début du film que la princesse est la descendante d'une famille très puissante qui a régné sur cette île, mais est-ce qu'à l'heure actuelle, elle est reconnue
par la population. Donc en fait, était-ce si légitime que ça d'être sur le trône, et était-ce donc si problématique que ça d'en être destituée aux yeux des autres, vu qu'en plus elle a été mise au pouvoir par deux connards, quoi. J'ignore. Dans le même temps, ils affirmaient avoir trouvé la véritable héritière du trône de San Clito. Une pute. Helga. La princesse Helga qui régnerait désormais sur la principauté. On a compris. Voilà, là je sais pas qui était au montage de ce film. Il manque clairement un aspect rythmique, hein. Le rythme c'est quand même primordial dans le montage d'un film. Il faut savoir quand mettre de la musique et quand ne pas en mettre, parce qu'une scène peut être plus forte sans musique qu'avec, hein. Faut pas se dire que pour faire une scène dramatique, il faut une musique dramatique, ça peut faire too much. Là pour autant, soit le plan était trop long sur le tableau, parce qu'on a très bien vu à quoi ressemblait le tableau dès les 5 premières secondes, ou alors mettre une petite musique qui là pour le coup pourrait renforcer l'atmosphère, qui est quand même assez délicate. J'ai l'impression que c'est le problème global du film, c'est qu'il oscille entre une véritable esthétique et une véritable ambition de raconter une histoire, et l'autre un amateurisme assez prononcé. On sent que le réalisateur Marc Dorcel veut bien faire, mais il tape pas dans le dur. J'ai l'impression qu'il passe un peu à côté. Pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. De son côté, Helga avait l'impression de pénétrer dans un véritable conte de fées. Petite influence de Barry Lyndon, hein, on peut pas le nier. De Stanley Kubrick, bien sûr, sorti en 1974, si je ne m'abuse, ou 76, je sais plus. Mais on retrouve beaucoup moins l'aspect grandiloquent, quoi. La fresque n'est pas présente, malheureusement. On ressent pas la grandeur de la chose et de la fonction, en fait. On a l'impression que c'est vide, c'est complètement vide. Il y a personne, quoi. Il y a personne dans ce pays, en fait. D'accord, oui, bonjour, peut-être, on peut commencer par ça. Bon, alors la gouvernante et un monsieur en costard. Bon, tu vois, là, en fait, aussi, c'est le fait qu'on passe du coq à l'âne dans le film. C'est difficile de suivre, hein. On sait pas qui sont ces nouveaux protagonistes. C'est assez étrange. Là encore, j'y vois une volonté de remplir, quoi, du remplissage, malheureusement. En fait, il faut se dire, à partir de quand et jusqu'à quand il est nécessaire de montrer dans le film ce qui est dispensable. Dans le sens où certaines scènes peuvent effectivement être dispensables. Des scènes qui, en l'état, ne servent à rien. Si on les supprime du film, le film serait le même. Et on ne perdrait pas en information. Beaucoup, si ce n'est tous les films réussis, il y a toujours quelques scènes qui ne servent à rien. À quoi elles servent dans ce cas-là, ces scènes ? Ces scènes, elles servent justement à nourrir le film, à le développer, à l'explorer dans les profondeurs, à explorer les personnages, leur comportement vis-à-vis des autres personnages, c'est intéressant. C'est des scènes qu'on pourrait enlever, mais qu'on garde pour justement donner de l'humanité aux personnages, mieux comprendre l'univers qui les entoure. Après, il faut pas non plus sombrer que là-dedans, c'est-à-dire que si le film n'est que fait de scènes inutiles, l'histoire devient secondaire et on finit par s'ennuyer. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait de l'action, quelque chose qui fasse avancer l'histoire. Donc c'est quand même un jaugeage qu'il faut savoir faire. Pour en revenir au film, cette séquence arrive de nulle part. Elle est complètement dispensable, parce que là, en l'état, si je l'enlève, ça changera rien. Mais elle reste, elle est là, elle est longue. Et c'est là que c'est dommage, c'est que déjà, c'est des personnages qu'on connaît pas, et donc, le spectateur, qu'est-ce qu'il va se dire devant son écran ? Il va se dire, moi je suis pas venu pour ça. Moi je suis venu pour une histoire, je suis venu pour du cinéma. Pourquoi il me file cette scène-là ? Ça m'intéresse pas. C'est le danger, Marc. C'est le danger, mais je vais pas t'apprendre ton métier, hein. Je sais que t'as réalisé beaucoup de films, mais tu devrais mieux maîtriser que moi. Normalement, moi je devrais pas voir tous les défauts de tes films, hein. Mais bon, c'est pas grave. Pendant que Barbie, ma camériste, se permettait quelques privautés sur la personne d'Hector, mon ex-garde du corps, Helga prenait possession de son nouveau domaine. Donc voilà, donc la voix off,
par ces mots, nous dit très clairement, pendant que cette scène inutile est en train de se produire, cette scène inutile et beaucoup trop longue est en train de se produire, l'histoire continue. Sincèrement, quelle idée! Tout ça pour que le film fasse 1h20, quoi. Je suis sûr que si on enlève toutes ces scènes, le film fait 30 minutes. Ça m'énerve. Le luxe et la fourrure l'excitaient visiblement au plus haut point. On l'a d'accord, parce qu'on connaît son passif, on sait qu'elle fait le plus vieux métier du monde, bon, c'est en raccord avec le personnage, donc quelque part pourquoi pas. Helga était très contrariée d'apprendre qu'à partir d'une certaine heure, aucun mâle digne de ce nom n'était au palais pour la satisfaire. Mais ce n'était pas suffisant pour arrêter son envie de sexe. Ah oui? Mais alors... Donc là ne réside que cet enjeu-là, le sexe. On veut pas explorer, on veut pas aller un peu plus loin dans le propos. C'est seulement le présent, le maintenant. J'avais pas très bien saisir le message que veut transmettre le film, en fait. En fait, la scène est plate. On s'emmerde, en fait. La musique, elle reste la même. Les plans, ils sont un peu filmés d'une manière fainéante. Y a pas de passion, c'est de l'automatisme. Le film n'est pas ambitieux, c'est dommage. Parce qu'il avait du potentiel au début. Malgré des comédiens qui se donnent, hein, ils se donnent pour leur rôle, ils sont payés pour ça, c'est leur métier. Mais il manque cette petite patte cinématographique. En fait, on nous montre une scène intime très longue entre deux personnages qui ne se sont jamais rencontrés à l'écran. On ne connaît pas leur relation. On sait vaguement par la narratrice qu'elle connaissait l'ancienne princesse, mais on ne les a jamais vus se rencontrer, les deux là. La nouvelle princesse et elle. On ne sait pas si elles se connaissent bien, si elles entretiennent déjà des relations amicales ou quoi que ce soit. En fait, dès le début, on nous les présente via cette scène romantique, très longue, comme si c'était quelque chose de normal. Du coup, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, ça me met une distance directement. Je ne rentre pas dedans, malheureusement. Et là, ça finit la scène en... Bon, malheureusement, vous pouvez pas le voir parce que ce n'est pas YouTube friendly. Mais la séquence là se termine sur une espèce de slow motion bizarre, une espèce de ralenti bizarre. Non, mais qu'est-ce que me raconte cette scène? Encore une fois, je vais me répéter, mais c'est le problème de ce film. Qu'est-ce que ça me raconte? Ça me raconte rien du tout. Sans déconner. Ouais, sans déconner. Oh ouais, d'accord, et ça s'arrête brutalement. Helga n'avait du luxe qu'une vague notion. Elle vivait dans un petit studio situé au-dessus du Blue Pussy, et c'était là que Hector, D'où le fait que la lumière soit bleue. Hein. Parce que là, j'ai juste l'impression qu'il fait froid. Voilà, c'est l'impression que me donne la couleur. Elle est bizarre, cette lumière, hein, mais bon, mettons... Si je retrouve le chef opérateur du film, je pourrais peut-être lui poser la question de quelle était sa vision sur le film. Ex-garde du corps m'avait conduite. N'ayant nul autre endroit où aller, je prenais possession des lieux. Jusqu'à ce jour, Helga était une des entraîneuses attitrées du Blue Pussy. Son boulot consistait à inciter les clients à boire, à consommer une des filles de l'établissement, ou à faire le show pour mettre un peu d'ambiance. Hé, ma Ah bah princesse. le retour du chauve. C'est toi la princesse? Moi je suis le patron du Blue Pussy. Ah. L'homme qui venait d'entrer s'appelait Fernand. Avant toi dans Il cette se chambre, présenta à il y moi avait comme une le autre patron fille. du Blue Pussy et, Une autre fille. accessoirement, comme le propriétaire du Ici, dans la minable maison, studio où tu j'avais n'as pas échoué. besoin de payer le loyer, ou tu payes sur Il la m'expliqua scène. le règlement. Tu vois? Avant moi, Tu payes en nature. l'ancienne locataire payait le loyer, soit Allez, en faisant le show repasse. sur la scène du Blue Pussy, Alors, soit tu en veux pas nature. écarter tes petites jambes? Il me proposait le même arrangement. Et crois-moi, Être livré en pâture aux habitués de son cabaret, ou devenir sa maîtresse dès maintenant. je te laisse jusqu'à demain. Pour te décider, compris? Non. D'accord. Donc là, on a très clairement une pression psychologique qui est symbolisée par, d'une part, l'autorité du patron, puisque c'est le patron et le propriétaire de l'appartement. Et donc, il se permet de faire des choses légalement et moralement répréhensibles, hein, bien sûr. Et on ressent ce sentiment d'autorité par le fait, évidemment, qu'il se tienne debout par rapport à elle qui est couchée. Petite différence de hauteur.
C'est ici. Ça aurait pu être mieux filmé, malheureusement, ce n'est pas le cas. Marc Dorcel. Là, vous voyez, là, il y a un truc. Là, il y a un truc indéniable. Petite contre-plongée. C'est bien. Après, on sent qu'il n'y a pas trop de risques, quoi. Princesse de mes deux. En fait, c'est comme un genre de théâtre filmé, vous voyez, les représentations théâtrales qui sont filmées. Vous avez votre scène, les comédiens qui performent, et puis des caméras, une qui filme tout, et puis deux qui sont sur les côtés de la scène pour voilà, avoir plusieurs points de vue. Mais il n'y a pas de réelle mise en scène à la caméra, c'est vraiment du théâtre filmé, c'est vraiment filmer une pièce de théâtre pour avoir une captation finalement. Là, c'est pareil, j'ai l'impression, c'est filmé avec le même point de vue. Mais qu'est-ce que ça veut capter réellement? C'est qu'on nous met en distance, en fait, artificiellement, en fait. On peut pas... J'ai l'impression que dans la manière de faire le film, il n'y a pas de volonté de nous emmener avec les personnages. Comme s'il y avait un autre but que je ne saisis pas. Elle a pas de famille, elle a pas de parents, d'amis, de... Parce qu'elle s'est retrouvée sur le trône, mais elle faisait quoi avant? C'était qui? Est-ce qu'elle vivait sur cette île? Ou alors est-ce que c'est comme vous savez, les descendants des rois de France qui sont devenus banquiers à Londres? Les mecs sont anglais, quoi. Ils sont banquiers en Angleterre. Ils sont même plus français. Donc si on les rappelle pour leur dire, tiens, on a besoin de toi, tu prends le trône de France. Sorry, I don't understand what you're saying. Can you speak in English, please? Non. Un roi de France, banquier qui parle pas français, je suis désolé, ça fait con. Après, nous on passe pour des cons à l'international. Sachez-le. Bah, c'est quoi elle? Dans la chambre voisine, il me semblait entendre pleurer. Une femme, apparemment. Quelqu'un avait l'air de souffrir plus que moi. Bon là, l'image est censurée, hein, bien évidemment, je pense que vous aurez compris de quoi il s'agit. Oh putain. J'avoue que là, c'était un peu drôle. Et après, là, ça devient très explicite, et voilà, là, on perd le côté comique, c'est dommage, c'était comique, la naïveté d'une femme, et là, toujours du cul pour du cul, quoi, on en revient, mais c'est... Faux raccord, là. Oh, puis là, il y a un regard caméra. Mais quel amateurisme, Marc. Marc, tu pouvais pas le remarquer, ça, que la comédienne regarde la caméra, sérieusement? En fait, c'est vraiment une volonté permanente de nous sortir du film, à chaque instant, quoi. C'est fatigant. Hein. Wow. Là, j'ai vraiment l'impression de faire du voyeurisme, c'est très bizarre. Oh là là, mais c'est long! On a compris, en fait. La princesse surprend deux personnes en train de faire l'amour. On comprend que ça va avoir un impact sur elle. T'es pas obligé de mettre toute la séquence en entier, on a compris avant. Voilà, c'est bon, on peut passer à autre chose, on peut passer à la suite. C'était la première fois que je voyais un couple faire l'amour. Si on peut appeler ça... Appelez ça quoi? Tu n'as pas terminé ta phrase, hein. Tu as conscience de ça? Tant pis, on passe à la suite, y a pas de souci. C'est pas comme si je voulais comprendre l'histoire, en fait. Hein. Comment tu vas? Ils lui expliquèrent qu'elle allait être maintenant la nouvelle princesse et qu'il lui faudrait tenir son rang. Vous verrez, vous allez apprécier, j'en suis certain. Chaque jour, vous changerez de toilette. Elle savait parfaitement qu'elle n'avait rien d'une princesse. Et personne ne... Les deux frangins étaient d'accord pour l'admettre, mais elle était, à leurs yeux, parfaitement capable de tenir le rôle. Mais quel est l'intérêt, quel est le but, quel est leur moteur à ça, en fait? Qu'est-ce qui les pousse à vraiment faire ça de leur vie? En fait, je comprends même pas quelle est leur fonction réelle. C'est très flou et j'ai l'impression que ça va pas nous mener à quoi que ce soit. Votre Altesse, mes hommages. Non mais c'est la voix de Richard Dean Anderson par contre, hein, c'est vraiment perturbant. Attends. Ah putain!
C'est le mec dans le dîner de con, là, le pote de... Ah, la voix française de Richard Dean Anderson, c'est celui qui joue le pote de Thierry Lhermitte, là, qui rencontre le gars dans le train. C'est marrant. Ça n'a pas l'air d'être lui. C'est seulement une voix qui ressemble, hein, j'ai l'impression. Étrange. Il y a des affaires bizarres en fait avec Marc Dorcel là. Ouais, bah je pense que c'est juste une voix qui ressemble. Hein. Alors, c'est lui qui va vous enseigner les bonnes manières. Il est très compétent. Ah mais oui, j'ai très bien compris. C'est une femme très On impatiente. mise tout sur vous. On a confiance en vous. Mais ça n'a aucun Bien sûr, sens. vous allez- Il n'y a pas d'enjeu. Par vous enseigner les choses essentielles. Oh, les transitions inexistantes. Ok, donc elle apprend les bonnes manières. C'est un peu une pretty woman mais sans subtilité. Vous êtes vraiment charmante. Hmm. Regardez et faites comme moi. Ouais, c'est ce qu'elle a fait quoi. C'est ça les bonnes manières. Donc maintenant, je vais vous enseigner... Dès le lendemain, le pauvre Éric de Valfandé allait comprendre l'ampleur de sa tâche. Mais cet homme n'a aucune compétence en la matière. On est bien d'accord. Enfin, je suis désolé, moi je veux pas juger ou quoi que ce soit, mais on est bien d'accord qu'il est complètement à la ramasse. Il maîtrise pas son domaine là. Enfin, dans le domaine qu'il est censé maîtriser en tout cas. Le problème, c'est que Helga était beaucoup plus intéressée par le charme de son professeur que par la différence entre des couverts à poissons et une pince à escargot. Mais c'est une pute. On effleure le verre comme ça, avec 2 doigts. Allez-y, faites-moi voir. Futilité, si tu me tiens, mais si tu veux lui apprendre les bonnes manières, mais passe au vif du sujet, comment bien tenir un verre, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on s'en branle en fait. J'ai pas raison? Très très bien. Voilà, c'est bien ça. L'objectif c'est qu'en fait il la fasse boire pour profiter d'elle après. T'as pas besoin de faire ça, c'est une prostituée, donc je veux pas dénigrer, hein. C'est le plus beau, c'est le plus vieux métier du monde. Il ne faut pas dénigrer ce qui dure dans le temps. Ce qui dure dans le temps, c'est les meilleures choses, évidemment, sinon ça serait disparu. Retenez ça, il faut toujours mettre les fourchettes à gauche par rapport à votre main gauche. Vous écoutez ce que je vous dis? Essayez de vous concentrer et de bien suivre mon enseignement. Si mes explications ne sont pas assez claires, n'hésitez pas à m'interrompre surtout. Mademoiselle, je vous en prie. Bon. Alors maintenant, est-ce que c'est clair? Vous avez compris comme... Non, s'il vous plaît, faites un effort. En plus, il y a un mec qui regarde derrière. Allez-vous, Hein. mais qu'est-ce que je vais faire? Helga se disait qu'il ne perdait rien pour attendre, d'autant que l'attitude de refus du jeune homme... Ah, mais quand bien même c'est une pute, c'est quoi ce comportement de pute? Même au-delà de la pute. Elle se doute bien que ça ne se fait pas ce qu'elle fait là. excitait au plus haut point la gourgandine. Mais enfin, dites-moi ce qui se passe. Dites-moi ce qui se passe, comme s'il ne savait pas. Oh, je veux pas rentrer dans l'intimité du monsieur. Le soir même, elle passait à l'action. Alors, vos gosses, on ne m'attendait plus. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Non. Oh non. Oh bah non. Oh non, non, ça, oh non, vraiment. Oh, il faut pas, non. Il fait pas grand-chose pour se débattre non plus, hein, le petit cochon. On en parle de la facture d'eau.
Non, parce que là, l'eau tourne toujours. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est une méthode Putain, j'ai oublié le mot. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'employer des méthodes écologiques lorsque l'on entreprend des joyeuseries? Je vous le demande. Parce que là, de toute évidence, vous pensez que c'en est une. C'est à cause de cette génération de gens là hein, qu'on va mal en fait. Hein. Oui, donc voilà, cette séquence n'avait aucun sens. Hein. C'est normal, j'étais en train de pratiquer un AVC en direct. Donc voilà, ne prêtez pas attention à cette séquence qui était déjà bien trop longue. Alors, chérie, c'est ce soir que je te fais jouir. J'avais oublié cette histoire. Au ciel, moi, ma poulette. Non. Vulgaire, mais Rigole. ces gens-là pensent vraiment qu'ils ont des cartes à jouer avec ce genre de comportement, d'attitude. C'est une vulgarité sans nom, sérieusement. C'est dénigrant, là. Quand je disais tout à l'heure qu'il y avait un discours positif sur le métier qui faisait hommage au plus vieux métier du monde, putain, je sais pas si je l'ai dit ça. En tout cas, je l'ai pensé. Bah là, pas du tout. Là, c'est dénigrant, tout simplement. Tout à l'heure, il y avait du respect sur la manière de reconnaître les qualités des jeunes femmes et de les respecter en tant que telles. Là, c'est tout le contraire. C'est la vraie dégringolade, ce film. Alertée par mes sanglots, Laura, ma voisine, venait voir ce qui se passait. Ne reste pas comme ça. Tous les hommes sont pareils, tu sais. Qu'est-ce qu'il t'a fait, dis-moi? Sensible à sa Celui-là, gentillesse, c'est un salaud. je lui racontais Non. mes malheurs. Mais cette situation n'existe Laura pas. confirma mes pires C'est craintes. quelqu'un de très gentil. Il devait être très amoureux de moi, car ma virginité mise aux enchères pour ses clients lui aurait rapporté une petite fortune. Je confiai à ma gentille voisine mon désir de mourir pour échapper à cet insupportable destin. Et barre-toi de là, sinon retourne dans ton pays de base. Laura avait su tout de suite trouver les mots pour me consoler. Il n'y a et pas eu de chasser mots, mes là. envies morbides. Là, il n'y a pas de mots, là. Elle me promit de m'aider. Elle allait en parler à Jérôme, qui aurait certainement une idée. Je lui avouai que je les avais observés avec ce Jérôme. Et que je ne comprenais pas comment un type qui s'était si mal conduit avec elle et qui lui avait fait tant de mal pouvait m'être d'un quelconque secours. Laura m'expliqua que j'avais encore des tas de choses à apprendre. Non, Sur les Jérôme ne choses lui de avait pas l'amour. fait de mal. Elle me révéla que même Dimitri Pirochki, qui avait précipité ma perte, était esclave de ses fantasmes. Elle avait d'ailleurs rendez-vous avec lui le soir même. Oui, balance-toi bien comme ça. Dimitri venait régulièrement au Blue Pussy en tant que client pour assouvir ses fantasmes les plus secrets et les plus pervers. Un de ses rôles préférés était celui du professeur qui corrige et initie une de ses jolies élèves. Ah oui. Ah, il y a des moyens. Mais qu'est-ce que... Non, mais il est complètement dérangé, ce type. C'est pas possible. Olivia, comme je vous l'avais dit, je vais vous interroger sur les capitales de l'Europe de l'époque romaine. Oh là là. Bon, allons-y. Quelle est la capitale de la Belgique? Je ne sais pas, professeur. Un petit trou? Ça peut arriver. Je vous donne une deuxième chance. La capitale de la Celtica, qui est bien sûr... Donc là, il y a un petit contraste avec le reste du film qui devient directement enfantin, innocent. Quelque chose qui est complètement contraire à tout ce qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire la corruption, la luxure, les excès, les plus grands vices de l'humanité. Et là, on revient dans la petite enfance, en fait. On se rend compte que n'importe qui, une fois qu'on remet les pieds sur terre, eh ben, on retrouve son humanité, son âme d'enfant, ses souvenirs, sa vie, la naïveté de la vie, quoi. sur l'ancien nom de la France. Il n'y a rien d'ambigu, Je quoi. Vraiment pas, non. Avec une élève pas très maligne. Olivia, je vois que vous n'avez pas appris vos leçons. Eh bien, Tu vois, c'est assez intéressant le fait qu'il exerce une double profession. D'un côté, il est en tête d'un pays où règne le chaos, et d'un autre, il est professeur des écoles, et se bat pour la bonne éducation
et l'instruction des élèves, des enfants, des jeunes. C'est un peu le symbole de la dualité de l'homme, à l'image du casque du personnage de Full Metal Jacket, sur lequel est écrit Born to Kill, né pour tuer, et également, de l'autre côté, le symbole pacifique, hippie, c'est la dualité de l'homme. Là, je reconnais le Marc, philosophe, qui veut nous raconter quelque chose. Vous avez quelque chose à dire pour votre défense? Non. Bon, eh bien, je vais devoir vous punir. Oh non, je vous en prie. Ah, je n'ai pas le choix. Bon, parfois c'est nécessaire. Pour pousser les jeunes à progresser, il faut être un peu sévère. Levez-vous, allez. Venez ici. Puis bon, on est en 96, hein, c'était une autre époque. Tiens, pour la France, pour la Roumanie, pour la Belgique. Non, mais... Tiens, tiens, tiens. Ça fait mal. Oh, mais c'est pour son bien. Je t'avais dit d'apprendre tes leçons. Une scène de sesque plus tard. Dis-moi tout, je t'écoute. Eh bien, voilà, c'est encore à cause de Fernand. Tu sais bien comment il est. Oh, si ce n'est que ça, ce n'est rien. Ouais, je lui ai dit. Oui, je suis là. Cet affreux bonhomme vous fait des misères. Allons, souriez, voyons. Voilà. Oui. Je vais vous aider. Détendez-vous. Ah oui. Alors, expliquez-moi un peu. Eh bien, il veut abuser d'elle et tout ça. Parce qu'elle lui loue une chambre. Vous ne pouvez donc pas lui payer le loyer de la chambre? Non, car je n'ai pas d'argent. Elle est descendante d'une putain de famille. Tu me dis que tu n'as pas de famille, tu te peux pas permettre de payer un putain de petit loyer de merde, là? Non mais là, pour le coup, ça remet vraiment en cause sa légitimité. C'est qui, cette meuf? Laura m'expliqua que Jérôme allait négocier avec Fernand. Pourquoi avoir besoin d'une voix off pour expliquer ça, alors que très clairement, la scène montre le personnage lui expliquer? Pourquoi ne pas juste la laisser expliquer, voilà. Là, la voix off, elle ne sert à rien, en fait. Elle ne rajoute rien du tout. Encore une fois, ça nous sort du film. On en revient. Jérôme avait barre sur lui, et en savait assez pour le faire mettre en prison pour longtemps. Fernand ne pouvait rien lui refuser, et me laisserait tranquille tant que Jérôme me protégerait. Mais pourquoi juste ne pas l'envoyer en prison directement? Ça faciliterait pas mal les choses, non? Jérôme avait obtenu de ce sale bonhomme que je puisse payer mon loyer autrement qu'en sacrifiant ma vertu. Il me suffirait Avec de de l'argent servir dans la boîte en tenue sexy et de vendre des cigarettes et des préservatifs aux clients. Ce que j'ignorais alors, c'est que le beau Jérôme avait lui aussi des vues sur moi. Ah ouais, dis donc, elle a bien progressé, elle, en bonne tenue. Alors voyons voir si elle applique bien ce qu'elle a appris. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à manger des huîtres. Vous allez prendre une huître. Voilà. Vous prenez votre fourchette à huîtres qui est celle-ci. Voilà, celle-ci, c'est parfait. Sincèrement, tout le monde sait manger des huîtres. T'as pas besoin d'être un putain de bourgeois pour savoir manger une huître, tout le monde sait manger une huître. Prends la coquille, tu prends ta fourchette, tu t'enlèves le machin de la coquille, tu le mets dans ta bouche et c'est bon. Eh bien, vous ne savez pas comment faire. Donnez-moi ça, je vais vous Foutaise, Donc, foutaise, vous prenez une c'est irréaliste à souhait. D'accord. Oh. Oh, oh, non, non. C'est pas croyable, je n'arriverai jamais à vous apprendre les bonnes manières. Vous êtes vraiment impossible. Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive tout d'un coup? Rasseyez-vous. C'est la 3e fois, hein. Il a toujours pas compris. C'est quand même fou. Mais moi j'ai compris. Vous avez perdu la tête ou quoi? Vous êtes complètement folle. Là encore une fois, Marc, un bon réalisateur, c'est quelqu'un qui dirige bien ses acteurs, bordel de merde. Je n'y crois pas à sa performance, je n'y crois tout simplement pas. On doit ressentir le stress sur son visage, je ne le ressens pas. C'est d'une tristesse infinie. Une scène de sesque plus tard. Ça, c'est pas réaliste en fait, parce que tu ne peux pas mettre une caméra juste devant un chiotte sans que ça soit vu. Et une personne qui rentre dans ces shots ferme la porte en fait, quoi qu'il arrive. Donc si tu veux cacher une caméra, autant la cacher en hauteur, sur le plafond.
Écœurée par tous ces couples qui forniquaient sur scène ou dans la Mais salle, personne ne reconnaît la princesse, là. C'est censé être la putain de princesse de l'endroit, hein. Personne ne la reconnaît. je m'efforçais de ne pas les voir et de m'habituer au dégradant spectacle qu'offrait le bleu poussi et sa faune libidineuse. Putain, j'ai cru que c'était des pins. J'ai cru que c'était des pins. J'étais la proie de tous les pervers de cette ville. Pas un soir sans que l'un d'eux me fasse des propositions obscènes. Bah, en même temps, j'ai envie de dire, si tu vas au boucher pour demander un jambonneau et que tu te fais rembarrer, il y a un moment où, bah... c'est que le service est pas bon. J'allais me plaindre à Jérôme. C'est à ce moment-là que je compris quelles étaient vraiment ses intentions à mon égard. Mais là encore, pourquoi il agit comme ça d'un coup? Il n'y a pas de... En fait, c'est la voix off qui nous dit qu'il a des trucs sur elle et tout. C'est que la voix off qui nous le dit, à l'image on le voit pas, du coup là son comportement il sort de nulle part. Quand tu dois justifier des choses par la voix off, c'est que tu as raté ta narration. Un bon film n'a pas besoin de voix off. Si tu dois alimenter par la voix off, c'est que tu n'as aucun autre moyen de raconter ton histoire, et c'est que ton histoire est merdique. Gah! Oh non, pas ça, pitié. Non. Non, laissez-moi tranquille. Pas question, ma belle. J'ai payé à Fernand ton loyer pour 3 mois. Tu n'as pas l'argent? Comment tu vas faire pour me rembourser? Je ne sais pas, mais je vous en prie, ne me faites pas de mal. Ta gueule! J'ai décidé de me payer sur la belle. Ça c'est de l'acteur, ça. Ta gueule! Ça c'est de la peine. Comment tu vas me rembourser? J'ai payé ton loyer pendant 3 mois. Tu vas me rembourser? Ta gueule! Voilà! Ça c'est l'acteur qu'on veut. Toujours aussi médiocre. Y a pas à discuter. C'est comme ça et pas autrement. Tu piges? Et si t'es pas d'accord, je te livre à Fernand et à tous les clients de la boîte, là. Ils n'attendent que ça pour s'éclater en s'offrant une oie blanche. Il est pas gentil en fait. Hein. On croit trouver un allié, en fait on trouve un ennemi. Jérôme montrait enfin son vrai visage. Celui Terrible. d'un père qui ne m'avait aidé que pour me précéder. Une scène de sesque plus tard. Ruisselante de sperme, griffée de partout, un regard de folle. Je comprenais enfin que je venais de subir les derniers outrages. Mais le pire, c'est que je me rendais compte que j'y avais pris du plaisir. Et que je l'avais montré, j'étais morte de honte. De honte. Là ton mouchoir. Hein? Ah tiens, tu peux le garder. Oh. Quelle claque cinématographique dans la gueule. Bah c'était ma foi, c'était intéressant. T'es pas d'accord? En fait, comme il y a une suite, c'est-à-dire que l'histoire n'est pas finie, donc c'est difficile de juger l'histoire tant qu'elle n'est pas finie. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'un jour, on regarde le deuxième opus, le volet 2, qu'on sache un peu ce que deviennent les personnages, ce qui va leur arriver. Et là, seulement là, on sera en mesure d'affirmer si le film est bon ou pas. Alors, pour l'instant, il m'a pas complètement convaincu. Il y a beaucoup de choses qui vont pas, malheureusement. Donc voilà, si ça vous intéresse d'analyser la suite ensemble, n'hésitez pas à me le faire savoir, et puis je le ferai peut-être un jour. Bah au revoir, passez une bonne vie en règle générale. Bonne continuation dans ce que vous faites. On se retrouve très prochainement pour du nouveau contenu, bien sûr, et puis à la revoyure.